Voilà, on se retrouve donc pour le débat avec la salle. Et avant de passer la parole à la salle, nous avons demandé à deux experts, un francophone et un néerlandophone, de donner un peu leur... Pour faire plaisir à Pascal Smet. Non, parce qu'on aime bien, justement, on trouve qu'il y a une présence fatalement, enfin pas fatalement, une présence flamande à Bruxelles, et c'est très important d'avoir l'avis des Flamands pour dire un peu, à un moment donné, est-ce que les francophones se font des cinémas, est-ce qu'ils sont branchés sur les vrais problèmes, et puis c'est toujours très important, on est dans un pays qui est composé de cette manière. Et donc, Monsieur Dandois, Régis Dandois, du CEVIPOL, de l'ULB, va nous donner un peu la vision donc, de l'expert politologue francophone sur le débat de ce soir, aussi un peu relancer peut-être les débats, voir les plus et les moins, les questions qu'il se pose lui-même à la suite de ce débat entre politiques. Et puis Guido Fontaine, journaliste au Standard, grand connaisseur aussi de la Wallonie. Il a fait beaucoup pour la connaissance de la Wallonie auprès des lecteurs flamands dans son journal bruxellois. Il habite Jette, tout près de la Maison Magritte, d'après mes souvenirs. Et donc il va nous donner son avis après vous avoir écouté. Monsieur Dandois. Voilà, je vais être bref, même s'il n'y a pas de compteur de temps pour moi. En 3 points, je vais commencer d'abord par le fil rouge de ce débat qui était, je crois que le mot n'a pas été utilisé aujourd'hui, c'est le mot démographie ou démographique, le défi démographique à Bruxelles. C'est très important, c'est vraiment le fil rouge de ces différentes thématiques en termes de mobilité, en termes d'enseignement, en termes d'emploi, différents types de défis démographiques. Le premier par rapport aux primo-arrivants, leur intégration sur le marché de l'emploi via l'enseignement, etc. Le deuxième aussi l'immigration, on va dire interne, c'est-à-dire les Bruxellois qui quittent la capitale, qui vont habiter en Flandre et en Wallonie. Donc ces flux démographiques entre les différentes régions. Évidemment, le défi de la représentation flamande à Bruxelles. Bruxelles, ce n'est pas que des francophones. Et également le défi démographique de Bruxelles comme ville internationale. Ville internationale veut dire qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir, par exemple, un aéroport international à Bruxelles, ce qui crée d'autres problèmes. Donc, on voit que tout est lié par rapport à la démographie à Bruxelles. Un paradoxe aussi par rapport à ce débat. On a quitté le nombrilisme bruxellois. On ne parle pas de Bruxelles en dehors de ses frontières, mais on parle des projets et des problèmes qui sont transfrontaliers. On parle des relations de Bruxelles avec la Wallonie, avec la Flandre. Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des Flamands au sein des frontières de Bruxelles, à ce moment-là, il y a un blocage. On crie au loup, on parle de la NVA, on parle des problèmes que pourraient poser les Flamands à Bruxelles. Et c'est peut-être un lapsus, mais je crois que c'est représentatif du débat. C'est M. Doulkeridis qui l'a dit, malheureusement, on est dans une région bilingue. Et je crois que c'est... Vous pourrez revoir l'émission tout à l'heure, ce sera certainement en ligne. C'est peut-être un lapsus. Alors il faut prendre le micro, Christos Doulkeridis, si vous voulez, et que la salle vous entende, et qu'on puisse avoir une trace de ce que vous racontez. Et après, on donnera la parole à Régis Dandois. Mais vraiment 15 secondes. Non, je vais laisser faire son analyse et je réagirai après, d'accord. Mais ce que vous avez dit n'est pas correct, ça s'arrête. Voilà, donc la présence des Flamands à Bruxelles ne doit pas être prise comme une fatalité, mais plutôt une opportunité pour le développement bruxellois. Et puis je viens à mon troisième point, c'est une question peut-être un peu technique qui n'a pas été abordée aujourd'hui dans un débat retransmis. C'est celle, on a eu beaucoup de belles propositions, c'est génial, on va changer Bruxelles sur toute une série d'aspects, mais qu'en est-il du budget ? Comment est-ce qu'on va financer ces aspects ? C'était un débat très important, donc l'autonomie financière et budgétaire de Bruxelles, on en a discuté lors de la réforme de l'État, mais pour les 5 prochaines années à venir, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir financer ces projets ? Alors, Christos Doulkeridis, en 15 secondes. Sur le point que vous contestiez, expliquez ce que vous contestez. Non, c'est quand même la meilleure que vous disiez ça de l'écologiste qui travaille avec Groen le plus souvent possible, qui défend vraiment ce caractère justement bilingue de retenir que j'aurais pu dire malheureusement. Ce que j'ai exactement dit, en tout cas voulu dire, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est qu'effectivement on dit à Bruxelles, c'est une région bilingue. Les institutions le disent clairement. Mais que construire ce bilinguisme est pratiquement impossible institutionnellement. On n'a pas de liste bilingue possible. On n'a pas la compétence pour pouvoir créer des écoles bilingues. Quand on soutient des associations, la plupart du temps, elles doivent être francophones ou néerlandophones. C'est ridicule. Donc, c'est exactement l'inverse que mon parti souhaite, c'est-à-dire c'est la possibilité de casser ces clivages entre francophones et néerlandophones. Et la notion de 15 secondes, c'est très compliqué. Guido Fontaine.
Bonsoir. Comme je suis probablement le seul néerlandophone dans la salle, enfin, je ne sais pas. Il y en aura d'autres sans doute, oui. Mais je veux quand même dire avec une certaine insistance qu'il ne faut pas tellement mettre l'accent sur cette division entre bruxellois, néerlandophones et francophones. Je suis autant bruxellaire que vous, au moins. Je regarde M. Vervoort. Je suis né à Évere, Evere. J'habite Jette, à côté de René Magritte, le petit musée de Magritte. Et le lundi et mardi, quand M. Magritte n'est pas chez lui, quand le musée est fermé, je prends son courrier, je lui remets le mercredi. Enfin, moi, j'aime tout ça. Donc on est beaucoup plus bruxellaire qu'on le croit parfois du côté francophone. J'ai beaucoup apprécié le débat, mais je vais en rester à quelques remarques très, très généralistes, si vous voulez. Je crois qu'on sous-estime toujours l'importance de l'internationalisation de Bruxelles dans tous les domaines. Si je me trompe, il y a près de 40, même 44% des habitants de Bruxelles maintenant qui sont non belges. Si on y ajoute les naturalisés, on arrive à plus de la moitié des habitants de Bruxelles qui sont non belges. Donc il faut un peu revoir toute notre approche du côté francophone et du côté flamand de cette population. Et cela est définitif. Bruxelles deviendra de plus en plus et européen et international. Par exemple, ce n'est qu'une idée, mais il faudra tôt ou tard décider qu'il y aura un quartier européen à Bruxelles, où on pourrait instaurer d'autres lois linguistiques, par exemple. Moi, ça ne me gênerait pas du tout. Et il faudra bien sûr amener le nombre des communes, etc., etc. Mais là, ce n'est pas nouveau comme discussion. Donc, premier point, il faut repenser toute l'approche de Bruxelles partant de cette réalité, ce n'est pas un projet, de cette internationalisation. 2, Bruxelles n'est plus une ville industrielle, ce qu'elle était il n'y a pas tellement longtemps. Une ou deux générations, Bruxelles, c'était le canal avec toutes les industries. Mon père travaillait dans l'usine Saint-Michel où il fabriquait des cigarettes, etc., etc. Tout ça est complètement terminé. Donc, je vais être très bref, mais quand on parle de l'enseignement, par exemple, il faut, je crois, à mon avis, essayer de créer un enseignement le plus généraliste que possible et ne pas créer des métiers à très court terme, comme l'industrie le demande parfois. Donc tout cela correspond à les besoins de Bruxelles. En plus, quand il s'agit des relations entre les communautés, je peux vous communiquer, Monsieur Doulkeridis, qu'aujourd'hui, je crois, dans les journaux néerlandophones, il y avait un message disant que les premiers cours d'immersion linguistique dans les collèges et athénées flamands ont été introduits. Donc, du côté, il y a eu un nouveau décret dans la communauté flamande, inspiré sur le décret de la communauté française où une série de cours peuvent être donnés dans l'autre langue. Et cela se réalise pour le moment en Flandre. Et je crois qu'à Bruxelles même, ça, c'est le système à développer. Donc, une généralisation de l'immersion linguistique. Je ne crois pas à long terme à une communauté bruxelloise à 100%. Il faut que les deux communautés restent présentes à Bruxelles, mais il faut donc augmenter le système de collaboration. Encore une fois, je vais être très bref et il faut bien que je parle de la NVA. Là, le principe de base reste la même pour la Wallonie et pour la Flandre. Si 30% des Wallons votent PS, ça veut dire que 70% ne votent pas PS. Et si 30% des Flamands disent qu'ils vont voter NVA, ça veut dire que 70% des Flamands ne voteront pas NVA. Et à mon avis, l'interprétation des votes de dimanche sera très difficile parce qu'à Bruxelles, il y a 4 élections. Mais à mon avis, ils ne vont pas dépasser les 30% et le NVA à court terme finira comme le Vlaams-Blok, comme un phénomène anversois. Et là, j'en suis convaincu. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Guido. Merci Monsieur Dantois.
On va vous inviter à reprendre votre place, sachant, ou si vous voulez rester là, si vous voulez intervenir, mais vous pouvez intervenir de là où vous serez, s'il y a des questions qui vous sont adressées. Donc on va passer directement aux questions de la salle. Alors donc, il y a 2 micros, je pense, qui sont de part et d'autre de la salle. Je ne sais pas si on peut les faire passer ou si on va demander aux orateurs, peut-être demander à ceux qui souhaitent poser une question de se mettre en bas de l'escalier, de rejoindre le bas de l'escalier de manière à pouvoir poser une question. Donc si quelqu'un peut se lever. Alors, il n'y a pas de surprise, c'est monsieur, si je reconnais bien dans le noir, c'est monsieur Wilhelmy de Pas Question qui s'est levé. Et on va prendre donc une question. On va prendre une dizaine de minutes de questions, si vous voulez bien. Ah bah voilà, il y a un micro qui arrive. Donc on va peut-être demander qu'on rallume la lumière dans la salle de manière à pouvoir voir les interlocuteurs. Vous pouvez rester, à partir du moment où vous avez le micro, vous pouvez parler d'ici, monsieur Wilhelmy. Allez-y. Alors c'est une question, et pas une thèse de doctorat, je le dis juste avant, parce que souvent c'est très important qu'on est ici pour interpeller les hommes politiques. Sinon vous prenez le temps de parole des autres qui posent les questions. Tout à fait. Enfin, je crois que la problématique du survol de Bruxelles a largement dominé la campagne et donc mérite un tout petit peu de temps. Elle ne peut pas nécessairement dominer les questions. Je pense que c'est bien qu'on veille à ce qu'il y ait une diversité. Donc, pour faire simple, je vois qu'on a vu un consensus de 4 partis politiques ici ce soir pour un moratoire. Alors, on nous a beaucoup accusés d'opposer les Bruxellois. Moi, je voudrais juste préciser ce qu'est pour nous un moratoire. C'est simplement revenir à une situation un peu plus calme. C'est republier les AIP de l'ancienne route. C'est remettre en vigueur l'ancienne route virage à gauche. On sait que ça va prendre 5 à 6 mois. Soyons clairs, ce n'est pas déraisonnable comme demande, quand on voit toutes les irrégularités qui ont été commises dans ce dossier et la souffrance que les nuisances causent à plus de 600 000 Bruxellois. Ça va prendre 6 mois pour faire quoi ? Pour négocier dans le calme et la sérénité. Bruxellois tous unis pour négocier un nouveau plan qui soulagera effectivement les régions riveraines de l'aéroport où, en théorie, au bout de 6 mois, on aura remis les avions. Je pense que c'est aujourd'hui ce que les Bruxellois attendent. Ne pas le faire, ne pas faire ce moratoire, ça reviendrait à quoi ? Ça reviendrait en réalité à arriver en négociation à l'accord de gouvernement en position de faiblesse. Parce qu'on a mis aujourd'hui toutes les routes sur le centre de Bruxelles, on a plus de 50% des décollages qui sont sur le centre de Bruxelles, et on va arriver face aux négociateurs flamands en leur disant, vous savez, on a fait une grosse boulette, mais là vraiment il faut faire marche arrière. Alors moi ce que je vais vous dire, c'est que Mme Milquet m'avait demandé il y a un certain temps l'accord des autres. On a aujourd'hui l'accord du MR, on a l'accord du PS pour ce moratoire. Le FDF y est favorable. Écolo, effectivement, n'a pas changé sa position, il est constant. J'ai eu des contacts informels avec le SPA, avec l'OpenVLD. Tout le monde est d'accord pour ce moratoire. Un seul parti s'obstine, Melchior Watley. Ce soir encore, il envoie un email à l'Ostrand en disant « Il est hors de question qu'on vous renvoie des avions, jamais ça n'arrivera. » Moi, je me demande où Mme Milquet va les envoyer, parce qu'elle est pour la suppression des routes sur Bruxelles. On va lui demander, alors, Et effectivement, je pense que ma question, elle est très simple. Qu'allez-vous faire ? Et pourquoi, Mme Milquet, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que le Premier ministre s'opposait à un moratoire, pourquoi n'appelez-vous pas le Premier ministre ? Tous les partis vous le demandent, plus de 800 000 Bruxellois vous le demandent. Voilà, Mme Milquet. On va peut-être la laisser répondre. Voilà. Voilà, alors je vais réexpliquer à M. Wilhelmy que j'ai quitté à 18h30 après une 4e ou 5e réunion, parce que je suis toujours ouverte et que nous parlons beaucoup. Et je voudrais à un moment que l'on ose préciser les choses et qu'on arrête avec des confusions de termes moratoires qui ont derrière ce terme 2 propositions. Et je n'ai pas entendu, contrairement à ce que l'on dit, M. Gosselin, sauf s'il s'exprime, ou d'autres de manière claire, dire clairement ce qu'il voulait de la 2e partie de la proposition du moratoire. Sur la première partie, je suis entièrement d'accord. Le moratoire sur les nouvelles routes survolées, oui, 1000 fois oui. Et en plus, non seulement je le dis, mais je l'ai déjà déposé au moins une fois au Conseil des ministres, suppression des nouvelles routes, avec une 2e proposition qui était le transfert vers une route non densément peuplée, à savoir la Zoulou, au large de Bruxelles. Ce 2e point n'a pas été accepté. Et donc il y a quelque chose que je ne parviens pas à comprendre dans l'acharnement. Bien sûr qu'il faut supprimer ces nouvelles routes. Que veulent tous les gens, Etterbeek, Boisfort, Oderghem, à côté de chez moi, parce que moi je vis avec une grande affiche à côté de chez moi pour dire que je suis largement... Et attendez, j'y arrive. Le canal, bien sûr, par rapport aux nouvelles... Les nouvelles routes qui ont été mises en œuvre le 6 février doivent être supprimées. Dès que je me suis exprimé, d'ailleurs dans le soir, le 17 avril, je n'ai jamais changé de discours. Et je dis la même... Attendez, mais je voudrais bien expliquer, parce qu'il y a vraiment... Et je voudrais bien que tout le monde ose être précis et ose bien dire ce que c'est.
Ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce que tout le monde demande. Moi, quand je réponds ça aux habitants que je rencontre constamment, c'est ça qu'ils veulent. Je n'ai aucun habitant de près de chez moi, d'Oderghem et de Wezenbeek, qui vient me dire « Moi, tout ce que je veux, c'est aller remettre mes nuisances sur mon voisin bruxellois qui en a parlé. » Attendez, laissez-moi continuer, je peux peut-être aussi expliquer quelque chose. Là où nous divergeons, et où je pense que M. Gozouin me rejoint, parce que vous dites qu'on est tous d'accord, ce que je ne veux pas tout simplement, c'est que nous allions remettre toutes ces nuisances qu'on veut supprimer sur la route Sopoc et les nouvelles nuisances du canal sur l'Ostrand, c'est-à-dire Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Evere, Krainem, Wezenbeek-Open, qui, entre-temps, ont toujours 19% des nuisances, ont les atterrissages et ont une grosse partie également des décollages. C'est ça. Alors, ce que nous ne voulons pas, justement, c'est de rentrer dans cette logique-là, qui est un peu une logique flamande, qui est de dire, vous n'avez qu'à vous distribuer, au fond, entre vous, les nuisances, et je trouve que c'est très peu solidaire à l'égard des Bruxellois. Et le sens, non, je peux continuer. Je voudrais une fois expliquer clairement la position du CDH, et clairement ce que j'ai dit, parce que ce que je lis dans les journaux ne correspond pas. Et ce que vous essayez de faire croire et de dire qu'il y a un parti qui s'obstine, suppression des routes, oui. Et je veux juste qu'on n'oppose pas des Bruxellois aux autres Bruxellois. Et ce que je demande, est-ce que je peux continuer ? Est-ce que vous pouvez laisser répondre, s'il vous plaît, Madame Milquet ? Je suis désolée. Est-ce que je peux continuer ? Parce que je trouve que tout ce rapport de force, on n'en dit rien, n'est pas tout à fait équilibré. On peut peut-être conclure la question et passer à la question suivante. Non, mais je voudrais juste savoir si ici, tout autour de la table, parce que quand on dit qu'il y a un grand consensus, est-ce que tout le monde veut, ici, autour de la table, tout le monde veut la suppression des routes, il y a une unanimité de tous les partis, sachez-le. Mais ça, vous ne le dites pas. Supprimer les routes et le faire le plus rapidement possible. Et donc la question est, est-ce qu'ils veulent... La deuxième chose, est-ce qu'ici, tout autour de la table, on dit clairement... On va leur poser la question. On dit clairement aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre, de Woluwe-Saint-Lambert, de Evere, d'une partie de Schaerbeek, de Wezenbeek et de Krainem, est-ce qu'on leur dit... Oui, 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 nous voulons que toutes les nuisances enlevées le 6 février vous soient toutes remises. Attendez, c'est ça le moratoire. On va faire c'est la deuxième partie avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et il y a moyen de trouver des solutions, bien sûr, dans un climat serein. On va faire le tour dans un climat serein le lendemain des élections. Raison pour laquelle le Premier ministre a dit qu'il ne voulait pas de Kern jusque... ni les partis flamands. Je termine juste une seconde. Très brièvement. Oui, mais quand même. Je veux dire, vu le... Après, vous allez nous dire qu'on ne parle que d'avions. C'est pas de ma faute, à vrai dire. Allez, le 26, le lundi, je l'ai dit à M. Willemie, on se met, je pense que le climat au niveau du gouvernement sera tout autre. Entre le samedi et le lundi, il y a un océan. Et on dépose la manière avec laquelle on supprime toutes ces nouvelles routes. Et vous savez très bien que les anciennes... Le problème des anciennes et du moratoire, on croit qu'on claque dans les doigts et qu'on peut revenir avec les anciennes routes. Elles ont été supprimées. Mais je l'ai dit, ça prend 6 mois, madame. Mais vous n'êtes quand même pas. Votre but n'est quand même pas d'aller faire souffrir vos voisins. Votre but, c'est de ne pas faire poser une épée de Damoclès sur Bruxelles. Oui, mais je voudrais bien continuer aussi. Votre but, c'est d'aller mettre des nuisances sur les zones non densément peuplées. Et je ne comprends pas votre acharnement à être absolument non solidaire. Vous trouvez vos nuisances insupportables et vous voulez les remettre à des zones tout aussi densément peuplées. C'est faux, madame. Il faut les remettre sur des zones non densément peuplées au large de Bruxelles. Voilà. Je voudrais demander... C'est une honte. Attendez, je vais demander aux autres participants de répondre à la question, mais comme ils sont entendus. Tout à fait. Donc, je demande... Laissez-moi reposer la question. De répondre... Non, je suis très honnête et je dis la vérité. Alors, s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat si on s'insulte. Alors, je vous demande d'arrêter. Je demande aux participants de répondre à la question que leur pose Mme Milquet, mais en ayant entendu la question de M. Wilhelmy, qui vous permet de savoir exactement où vous situez. C'est très clair sur la deuxième proposition. Tout à fait. C'est pas supprimer les routes, c'est où on les met tout de suite. Oui, et par ailleurs, M. Wilhelmy a dit qu'il y avait cette idée de pendant 6 mois, on travaille à trouver une autre solution. Monsieur De Wolf. Tout ça, c'est évidemment, en attendant, non, je précise juste une chose. Tout ça, et je parlais à court terme, c'est évidemment dans l'attente de la négociation du gouvernement fédéral, où j'espère nous serons en front unis pour exiger une politique aéroportuaire et une diminution du survol structurel de Bruxelles. Je crois que la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pendant les 6 mois où on remet les routes. Monsieur De Wolf. Allez, Vincent De Wolf. Je pense avoir été clair lorsque j'ai répondu à la question. Si Madame, j'allais dire Watley, c'est un lapsus, n'a pas compris, eh bien, je vais donc essayer de le faire mieux. Mais je prends quand même 32 secondes. L'accord de 2008, 2010 et 2011
prévoit clairement, 1, une étude d'incidence, 2, un rapport du ministre en charge au gouvernement, 3, non, c'est important, il faut être clair. On a voulu être clair, on va être clair. Il fallait alors après faire un rapport au gouvernement. Puis après, il fallait communiquer ça au Conseil fédéral du développement durable et aux différents gouvernements régionaux. Après ça, publié au Moniteur, 60 jours, et concerté avec les riverains. Rien de tout ça n'a été fait. C'est un véritable scandale institutionnel. Ouais. Et donc, par rapport à ça, moi je l'ai dit clairement, le moratoire, c'est oui, sans réserve. Ça veut dire que l'on suspend instantanément le plan Wathelet, qui est indéfendable, qui fait courir un danger de sécurité civile aux Bruxellois, ce qui implique instantanément que, après le délai nécessaire technique, on en revienne aux anciennes routes. Et c'est nécessairement, dans un premier temps, sur l'Oostrand, sur Wezenbeek, sur Krainem, etc. Ce n'est pas notre choix. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit très honnêtement à Rudy Vervoort en demandant, Rudy, ministre-président, rassemble tout le monde parce qu'il faut qu'on soit unis à Bruxelles. Parce que je dis aussi que par la suite, il faudra rapidement changer ça parce que ces gens ont souffert pendant des années. Ils ne doivent plus souffrir longuement non plus. La réponse a donc été claire. Christos Doulkeridis. Laissez M. Doulkeridis répondre. Sinon, on ne prendra qu'une seule question et ce n'est pas juste pour les autres. Je serais curieux de voir les débats après le 26. Alors, d'accord, j'espère que ton parti non plus. Donc, parce que c'est l'attitude des partis qui va compter. Je ne sais pas pourquoi M. Wenders a demandé. Je dis simplement que c'est l'attitude des partis. Le virage à gauche, hein. Christos, il y a 3 mois. C'est l'attitude des partis qui va compter et leur cohérence à tous les niveaux. Donc, sur le moratoire, oui. Pourquoi ? Parce que avec les nouvelles routes, il y a beaucoup plus de Bruxellois qui sont survolés. Et que ça s'est fait effectivement sans les éléments de concertation. Mais Mme Milquet le reconnaît, il n'y a pas eu de la concertation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle demande qu'il y ait une partie de la modification qui ait lieu. Mais il faut commencer par ça. Ensuite, je voudrais faire le lien avec ce que M. Dandois disait tout à l'heure. La suite de la question, c'est est-ce que le moratoire implique le retour aux routes sur l'Oostrand ? C'est le moratoire sur les nouvelles décisions parce qu'il y a plus de Bruxellois, beaucoup plus de Bruxellois qui sont survolés. On a pris le temps de le calculer et c'est pour ça qu'on a intenté une action en cessation environnementale. On peut trouver des solutions pour les mettre sur des zones densément. Je continue par rapport à ça. Et je veux faire le lien avec ce que disait M. Dandois tout à l'heure. Il a parlé du défi démographique. Moi, je ne regarde pas le défi démographique de manière passive. C'est super important qu'il y ait plus d'habitants à Bruxelles. Et on a besoin d'avoir des habitants, en ce y compris des revenus moyens, qui font le choix de venir vivre à Bruxelles. Ça coûte plus cher de vivre à Bruxelles d'une certaine façon, parce que le logement coûte plus cher dans les villes que dans les zones plus rurales. Mais si en plus on a des nuisances sonores sans avoir des avantages sur l'emploi, c'est impossible pour Bruxelles. C'est donc un combat fondamental pour la qualité de vie à Bruxelles de ne pas rajouter des nuisances à un endroit où il y a déjà trop de nuisances. Où remettez-vous dès qu'il y a le moratoire? Mais moi, j'ai dit la position d'écolo, elle est claire. Depuis 15 ans, on doit revenir non pas sur une dispersion, mais sur une concentration sur les zones les moins densément peuplées. Et ces zones, on peut danser sur sa tête, mais ce n'est pas sur une ville. C'est comme ça. Alors, Didier Gauzin. Je vais embrayer sur ce qu'a dit Christos. C'est évidemment l'objectif de l'arrêté bruit que j'ai pu faire adopter, c'est éviter le survol de zones densément peuplées. Alors moi, il y a quand même un certain nombre de choses qui me gênent dans ce dossier, parce qu'on a l'impression qu'on nous a jamais tout dit. D'une part, on reconnaît aujourd'hui qu'on n'a pas travaillé dans la légalité, ni en conformité avec l'accord, qu'on a bafoué la concertation, on l'a dit, mais enfin on l'a dit un peu trop tard, ce qui fait qu'on se trouve aujourd'hui acculé à devoir peut-être vivre encore pendant un certain temps avec ce bruit des avions. Donc je dis qu'il faut annuler ces décisions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, peu importe, ça peut s'appeler moratoire, ça peut faire annulation, peu importe. Bien sûr que le gouvernement va devoir assumer la définition d'un certain nombre de routes. Et sans doute qu'il devra recréer des routes qu'il a supprimées. C'est assez étonnant aussi que cette suppression de routes n'intervient que maintenant. On ne nous a jamais dit ça. On nous a jamais dit ça. Ça veut donc dire, ça donne quand même l'impression, à un moment donné, c'est que véritablement, on a fait un plan sur mesure par rapport à
une partie de la population, même si cette population souffrait. Et ça me gêne, parce que c'est évidemment avec cette manière-là qui fait que demain, on risque d'être totalement déforcé. Et alors moi, je dis que si demain, ce plan Wathelet vit toujours, eh bien, ça ne sera pas le 26 mai, ni je crains que ça soit l'épée de Damoclès longtemps sur notre tête. Les partis qui sont au gouvernement ont la responsabilité de corriger l'erreur qu'ils ont commise. Avant les élections. Bravo. Monsieur Vervoort. Monsieur, ok. Monsieur Vervoort. Le moratoire avant les élections. Monsieur Vervoort, on entend bien. Je voulais juste dire une chose, c'est que on est en démocratie. Je vous remercie de ne pas être intervenu dans la première partie. C'est très bien. Mais il y a un rapport de force qui est un petit peu déséquilibré. Donc je propose que vous laissiez aussi tout le monde s'exprimer. Je voudrais réagir 10 secondes après, si vous voulez bien, par rapport à ce qui a été dit. Je le fais maintenant, alors. Oui. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit M. Gossuin. L'ensemble des partis qui sont au gouvernement ont dit oui au moratoire. La responsabilité politique est dans les mains de Mme Milquet. Et là, la tutelle sur M. Wathelet, elle lui donne l'ordre et c'est retiré. Punta de l'Inde, c'est aussi simple que ça. Désolé, je ne sais pas si on a entendu la RTBF, on a encore un Premier ministre dans ce pays, qui est socialiste par ailleurs, et qui a dit clairement à M. Renders, qui demandait il y a 3 mois, surtout faites-nous vite le virage à gauche, et le virage à gauche, on sait ce que ça veut dire, je suppose. Monsieur le Premier ministre a bien dit qu'avant les élections, il n'y avait aucun consensus pour faire et prendre une décision. Je l'ai fait 2 fois. Le 25 avril, moi-même. Et je n'ai pas eu beaucoup de soutien quand j'ai déposé la proposition pour supprimer les routes et mettre sur des zones non densément peuplées, hors des Bruxellois, qui était possible, et qui est une route qui n'est pas utilisée, qui est sur des zones non densément peuplées au large de Bruxelles et qui retourne vers le sud. Je n'ai pas eu, à ce moment-là, pendant le Cairn, le soutien du MR. J'aime bien faire des grandes déclarations, mais quand on essaye de pouvoir enlever une route qu'on aurait pu prendre comme décision à ce moment-là, et on aurait pu le faire tout de suite, et on ne devait pas réécrire une nouvelle route qui prend 3 mois, puisqu'elle a été supprimée, mais justement, j'avais choisi... Non, mais c'est important. J'avais choisi une route tout de suite. Alors, moi, j'aime bien aussi dire de temps en temps les vérités. Les petits jeux démocratiquement électoraux, c'est bien. Mais la vérité, c'est mieux. Monsieur Vervoort. J'attendais la fin des applaudissements. Le PS a beaucoup de défauts, c'est évident. Déjà, peut-être de faire 30% aux élections. Mais il y a en tout cas une qualité, c'est que lorsqu'un accord est pris, il le respecte. Et en tout cas, il respecte les partenaires de l'accord. Nous n'avons jamais, d'ailleurs moi je ne parle jamais du plan Wathelet, vous ne m'entendrez jamais dire ça, parce que c'est un plan qui est porté par une majorité, qui correspond à un accord, qui a été mal mis en œuvre, ça c'est évident, ça, personne ne va dire le contraire. Mais je pense que notre responsabilité, d'abord, c'est, comme je l'ai dit, il y aura un 26 mai, c'est d'être en capacité de parler d'une seule voix. Et aujourd'hui, on est dans le jeu où, effectivement, on est un peu dans la surenchère, où chacun se dit, je vais rajouter une petite couche. C'est vrai que j'aurais pu venir avec les procès-verbaux, je ne parlais pas de vous, j'aurais pu venir avec les procès-verbaux des intercabinets du fédéral qui ont précédé le dépôt de la note, où je pourrais vous dire effectivement qui s'est exprimé, qui ne s'est pas exprimé, qui a soutenu le CDH et qui ne l'a pas soutenu. Mais bon, ça c'est de la littérature, ça. Et donc, mais ce qu'il faut après le 25 mai, donc, et ce 26, c'est qu'il y ait de la confiance entre nous. Et donc, il faudra restaurer cette confiance pour qu'au moment où on va aller négocier avec le camp d'en face, on soit suffisamment fort pour pouvoir obtenir ce qu'aujourd'hui tout le monde a l'air de faire en roulant des mécaniques. Parce que ça ne se fera pas comme ça. Et si nous y allons de manière déforcée, on n'y arrivera pas. Et donc, faisons retomber la pression. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas aujourd'hui, même si Vincent de Wolf l'appelait de ses voeux, je pense que nous ne sommes pas en capacité de dégager aujourd'hui, en tout cas à 3 jours des élections, c'est impossible. Mais non. Et donc, mais en revanche... Quand on veut, on peut. Oui, oui. Eh bien, alors, moi, je vais te dire, mon cher Vincent, qu'aux intercabinets au fédéral,
l'EMR s'est tu dans toutes les langues, que les seuls partis qui ont défendu le point déposé pour la suppression des routes, c'est le PS. Hein. Ça, c'est la réalité. Ouais. Voilà. Allez, je vous propose qu'on en reste là. On avait prévu de prendre plusieurs questions de la salle. L'actualité et visiblement la mobilisation à laquelle on assiste fait qu'on a eu plutôt un débat qu'une question. On espère en tout cas que vous avez eu des éléments de réponse à la question unique qui a été posée ce soir. On retrouvera tout ça sur le site du soir dans les prochaines heures. Hein, ça va être rapidement fait. On va alors dès maintenant, me dit Véronique Clamquin, qui me reprend à l'ordre. Évidemment, il y aura plein de choses dans les pages papier du soir de demain. On se retrouve à 19h30 ici demain, enfin ce sera dans la salle d'à côté pour un débat avec les têtes de liste à la Chambre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on vous invite à revenir demain avec ou sans t-shirt. À demain.